Au cœur de l'Asie du Sud-Est, le royaume du Cambodge fascine par son charme insaisissable. Tourmenté par des années de conflits, le Cambodge d'aujourd'hui est en pleine reconstruction. Un désir de paix qui se manifeste dans la renaissance des arts ancestraux, mais aussi dans la redécouverte de ses trésors naturels. Ici, des hommes s'engagent pour une vie meilleure et pour mener une nouvelle bataille, la sauvegarde de l'environnement. Miracle de la nature, le Tonlé Sap est la mer nourricière du Cambodge. Plus qu'un simple lac, c'est le royaume insaisissable de l'eau. Il rythme la vie de 3 millions de Cambodgiens, au gré des crues du Mékong. Orn Sao est un enfant du lac. Toute sa vie a été conditionnée par l'eau. À vrai dire, j'ai toujours vécu sur le lac et je ne saurais pas quoi faire sur la terre ferme. En plus, je ne sais que conduire les bateaux et les barques. Et en terre ferme, ils utilisent les vélos, les motos et les voitures. Et moi, je ne sais pas faire tout ça. Je ne sais pas faire comme les gens de la terre ferme. Orn vit à l'ouest du lac, à Prektoal, littéralement la fin des berges. 6 mois par an, la rivière quitte son lit et inonde la forêt. Un village presque comme les autres, sauf qu'ici, rien n'est immobile, tout flotte. La vie est en suspension, glissante à la surface de l'eau. Camera, Rabbit, ça suffit. Sortez de l'eau. Non, je veux pas. On leur apprend à nager, comme ça ils n'auront pas peur de l'eau plus tard. On est inquiet qu'ils se noient. Ils apprennent à partir de 3 à 4 ans. Et quand nous partons quelque part, on n'a pas peur qu'il y ait un accident à la maison. Comme dans tous les pays du monde, pour les enfants, la baignade, c'est drôle. Mais l'heure du bain, beaucoup moins. Ah, ça pique. La vie lacustre nécessite quelques aménagements. Pour le moindre déplacement, il faut prendre un bateau, même si c'est pour rendre visite aux voisins. Dès le plus jeune âge, il faut pouvoir maîtriser toutes sortes d'embarcations. D'autant plus qu'il n'y a pas de code fluvial sur le Tonlé Sap. L'école est ici un établissement particulièrement apprécié. C'est le seul endroit du village où les enfants peuvent courir. Orn se prépare à partir 10 jours. Il est ranger dans la réserve naturelle de Prektoal. Ma grande inquiétude, c'est si ma famille tombe malade. La nuit, il n'y a personne qui peut les amener à l'hôpital. Sur la terre ferme, tu peux y aller à pied, mais ici, il faut savoir manœuvrer le bateau. Tu mets le chapeau de papa? Allez, fais-moi un bisou. Aujourd'hui, papa va partir, il va en forêt pour travailler. J'y vais. Par l'esprit tranquille.
Bye bye. 42 rangers surveillent la réserve protégée. Les missions s'effectuent toujours en binôme. Pour Horn, le métier de garde forestier est une histoire de famille. C'est avec son frère, Rota, qu'il fait équipe et qu'il s'aventure dans la forêt inondée de Prektoal. En 1997, l'UNESCO a classé le Tonlé Sap réserve mondiale de la biosphère. Mes respects, chef. Ah, vous avez presque fini? Attendez, j'arrive pour vous donner un coup de main. J'ai hâte de voir la vue. Là-haut, ça doit être très beau. Les rangers ont construit une douzaine de plateformes. Elles servent à surveiller la zone, recenser les animaux et font office de camp de base. Pour faire ce genre de plateforme, si on est 5 ou 6, ça ne prend que 2 jours pour la terminer. Mais si on n'est que 2 ou 3, alors il faut compter 6 ou 7 jours. On doit d'abord analyser le type d'arbre. Ensuite, il faut regarder quels sont les meilleurs côtés pour construire la cabane, qu'on puisse avoir une vue dégagée et faciliter le comptage des animaux. Il ne faut pas d'obstacle. Et il faut que l'arbre soit plus haut que les autres. Les deux frères progressent à la rampe vers le cœur de la réserve pour ne pas effrayer les animaux et détecter l'éventuelle présence de braconniers. Grâce à nos efforts, le braconnage a diminué d'au moins 90%. On fait des rondes, on est plus sévère. Nous continuons à protéger ce lieu, en rotation, nuit et jour. Oh les amis, ça va? Ça va. Personne n'est venu déranger nos animaux? Non, personne. Que des petits pêcheurs. Et on est allé les sensibiliser. Le moment est venu de prendre la relève, jusqu'à la prochaine rotation. Quelle chaleur! Toi, tu écris, et moi, j'observe. Avance-toi. Regarde d'abord sur le ferronnier là. Attends, je fais le point d'abord. Il y a plein d'oiseaux. Je vois du blanc partout. 1, 2, 3, 25 femelles. 11, 12, 12 nids. Les eaux très poissonneuses du Tonlé Sap en font le paradis des oiseaux migrateurs qui s'y bousculent à la saison des amours. Mais la collecte massive d'œufs et d'oisillons ont fragilisé cet écosystème. Sur les 100 espèces recensées, 11 sont en danger d'extinction. Avant, mon père et moi, on braconnait les animaux pour changer un peu du quotidien parce qu'on ne mangeait que du poisson. Et puis pour avoir un peu de sous aussi.
À cette époque, quand on se servait, on prenait tout. On vidait tous les arbres. Il ne restait plus rien, plus aucune espèce d'oiseau. Et puis après, il y a eu des groupes du ministère de l'Environnement et des ONG. Ils sont venus pour sensibiliser les gens au sujet des animaux menacés, pour nous expliquer et nous éduquer sur la reproduction des espèces, parce que certaines étaient sur le point de disparaître. Alors voilà, avec mon père, on a bien réfléchi et on a décidé de s'engager et de travailler pour la protection de la nature et des oiseaux, de les sauvegarder pour les générations futures. Le lac fait vivre les oiseaux, mais aussi les hommes. La jacinthe d'eau, une plante invasive et nocive pour l'environnement, est utilisée comme matière première abondante et gratuite par les femmes du village. Réunies en coopérative, elles utilisent cette plante robuste et exportent leurs créations dans tout le pays. La pêche reste l'activité principale du lac. Elle subvient aux besoins des familles depuis la nuit des temps. Dix jours plus tard, Orne est de retour au village. Salut mon ami. Salut Orne. T'as été relever les filets? C'est fait. Tu peux me vendre 20 ou 30 kilos? J'en ai pas autant. Moi, je prends ce que tu as. T'en as combien? 12 kilos et demi. Vas-y, verse tout. Si Orne a besoin d'autant de poissons, c'est qu'il a chez lui beaucoup de bouches à nourrir. Ce crocodile-là est en bonne santé, à 100%. Au total, nous avons une soixantaine de crocodiles. Il y a 4 catégories. Il y a ceux de 1 an, de 2 ans, de 3 ans et ceux de plus de 10 ans. Les crocodiles sont un complément de revenus au maigre salaire de ranger. Ils sont commercialisés pour leur chair, mais aussi pour leur peau. Orne a commencé leur élevage il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'en ai capturé dans la nature. Je peux le dire car là, ce sont des femelles pondeuses d'au moins 10 ans. Ce sont des crocodiles que j'ai attrapés avec mon père pour la reproduction. J'en ai pas pris beaucoup. On en a capturé 2 ou 3. Enfin, 4 ou 5 plutôt. On les garde pour la reproduction. Vas-y, tire la corde vers là-bas. Tirez, tirez. Hé, caméra, viens ici. On y va. Et viens par là. Nous partons. Deux fois par an, c'est le grand déménagement. Ici, on ne
ne s'embête pas avec les cartons et les camions. On déplace tout simplement la maison avec toute la famille dedans. Il y a la saison des hautes eaux et la saison des basses eaux. Quand l'eau monte, on recule vers la forêt. Quand l'eau descend, le niveau est bas, alors ça peut déstabiliser la maison, la faire tanguer sur le sol. Alors on va vers l'eau profonde pour que la maison ne s'échoue pas. Nous sommes comme les oiseaux. Comme dit le dicton khmer, on rentre dans l'estuaire selon ses méandres. Ça signifie qu'on doit s'adapter à toutes les situations. Les oiseaux font pareil. En saison haute, ils quittent le lac. Et après, quand l'eau redescend, ils reviennent vivre exactement au même endroit. L'ancien braconnier a radicalement changé le sens de sa vie, en protégeant aujourd'hui la nature. Refuser la fatalité. À une centaine de kilomètres de là, le jeune Aman Nem a lui aussi fait le choix de défier l'infortune. 352 marches et 76 mètres de hauteur séparent les dieux du temple de Wat Banon du commun des mortels. En temps normal, je m'entraîne de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi. Ça fait 10 ans que je fais du cirque. Au début, on a beaucoup de courbatures. Parfois, on a mal aux articulations. L'entraînement est difficile. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut énormément de persévérance. Le plus important, c'est de s'accrocher pour son propre avenir. Aman est né il y a 19 ans à l'ouest du Cambodge, dans la province de Battambang. Il est élève à l'école de cirque de la ville. Tout d'abord, je fais du cirque parce que l'école du cirque phare est juste à côté de chez moi. Avant, ma famille était dans une situation précaire. Nous étions pauvres. À cette époque-là, mon frère s'entraînait, et donc j'allais le voir. J'ai vu que l'école distribuait des gâteaux. Alors à chaque fois que c'était le jour des gâteaux, j'allais m'entraîner aussi. Après chaque entraînement, Aman rentre à la maison. Son frère Sopa est aussi artiste de cirque. Grâce à son passage à l'école phare, il a été repéré par l'École nationale du cirque québécois. Je suis crevé, j'ai bossé toute la journée. Il faut faire quelque chose que tu aimes. Mettons, Sopa a désormais rejoint la célèbre troupe du Cirque du Soleil.
Entre deux tournées, il partage son expérience avec son jeune frère. Bon, et voilà, c'est la photo de la famille. Puis mes parents, ils ont 12 enfants. Puis dans ces enfants, il y a 7 personnes qui font du cirque. Mon frère, Prendi, Sotir, Aman, Kuntir, Tira, Taro et moi. Au début, j'ai vu mon frère est allé en France. Puis là, je lui demande pourquoi il peut aller en France. Il m'a dit que si tu veux aller en France, il faut que tu fasses du cirque. Et là, j'ai essayé de faire du cirque, puis j'ai aimé ça. Ouais. Je me sens bien entouré, car j'ai un frère au Canada, un autre qui est professionnel au cirque de Siem Reap, et mon grand frère qui est un bon professeur de cirque. Et donc, je suis bien soutenu pour faire les bons choix. Je serais fier d'arriver à un aussi bon niveau qu'eux. Grâce à la réussite de ses enfants, le père d'Aman a pu sortir de la pauvreté et s'offrir un tuk-tuk. Il emmène Aman voir son frère Sotea, en représentation à Siem Reap, à 170 km de Battambang. Quand mes enfants ont intégré l'école phare, moi je croyais qu'ils y apprenaient seulement à lire et à écrire, qu'ils suivaient les cours généraux. Je ne savais pas qu'ils s'entraînaient au cirque. Après, je les ai surveillés tous les jours pour voir leur entraînement, parce que j'avais peur qu'ils se blessent. Je suis très content de voir mes enfants réussir. Mon rêve, c'est de devenir un artiste qui donne des représentations partout dans le pays. Et même partout dans le monde. Dans tous les pays que je ne connais pas. Ça, c'est mon rêve. J'ai envie de voir, d'entendre, de savoir à quel point c'est beau et à quel point ça peut être difficile. Où sont mes limites? Voilà, je veux tout connaître. Tous les jours de l'année, sous le chapiteau de Siem Reap, les athlètes s'échauffent avant le spectacle. Det Kuon est l'un des 9 fondateurs de l'école, dont sont sortis tous ces artistes. Au départ, on enseignait seulement le dessin. Et à partir de 1996, on a créé un département de musique. Puis en 1998, on a commencé l'école de cirque. À l'origine, on voulait aider les enfants abandonnés, les vagabonds, les gamins des rues, et leur donner l'occasion d'apprendre un métier artistique. Aman a rejoint son frère dans les loges. Je t'aide à te pomponner? Non, tu vas me défigurer. Quand je vois le talent de mon grand frère, je ne suis pas jaloux. Je suis admiratif. En revanche, quand je vois les autres, j'ai envie de faire mieux qu'eux. Mais quand c'est mon frère qui ose quelque chose, je veux faire aussi bien. Mais c'est pas dans un esprit de rivalité. À l'origine de cette aventure, un lieu unique, gratuit et ouvert à tous, l'école phare Ponle Selpak, littéralement la lumière des arts. Elle accueille les enfants défavorisés à partir de la maternelle et les accompagne jusqu'aux études supérieures. Ici, ils retrouvent le sourire grâce à l'apprentissage des arts. Les mains bien droites, debout, droit. Tu vas jusqu'au bout, tu reviens et tu tournes ici. Brandy
est le frère aîné d'Aman. La carrière d'acrobate est courte. À 33 ans, il s'est retiré de la scène. Il est devenu professeur et chorégraphe. Force pas trop. Garde l'équilibre, voilà, comme ça. Lorsque j'étais enfant, j'étais vendeur de gâteaux ambulants dans la rue. C'est ce qu'on peut appeler la vie des gens pauvres. À partir du moment où je suis venu étudier ici, ça m'a rendu heureux. Ça a changé ma vie et celle de tous les membres de ma famille, mes frères et mes sœurs. C'est grâce à la bienveillance de l'école phare qui nous a poussés à faire de la scène et qui nous a envoyés étudier à l'étranger. Ils sont comme moi. Il n'y a pas eu à les forcer. Ils sont venus voir d'eux-mêmes. Ils ont vu quelque chose de surprenant, ça leur a plu. Donc ils sont venus s'entraîner, comme moi auparavant. Le métier rentre à coups de sueur, de sacrifices, de blessures. Sur scène, il n'y a pas de harnais, pas de filet. Ces athlètes s'engagent dans une carrière à haut risque. Voilà, et la tête, elle reste toujours. Moi, je suis vénézuélien. Oui, je pense que c'est pareil à chez moi, tu vois, des pays qui sont pas riches. Moi, je comprends bien, tu es toujours en train d'avoir les rêves, la motivation pour être loin. Au Cambodge, l'histoire du cirque remonte au VIe siècle. Loin d'être le fait des saltimbanques, il s'est rangé aux côtés des arts nobles. Il a pénétré les pagodes et les temples. Le régime totalitaire des Khmers rouges a tenté de mettre fin à tout ce qui faisait référence au royaume et au divin. N'ont survécu que très peu de danseuses capables d'enseigner les gestes millénaires des apsaras. À l'école phare, on réapprend ces arts qui ont failli disparaître. La mémoire du cirque est gravée dans le Saint des Saints, les temples de l'ancien royaume d'Angkor. Det a passé son enfance dans un camp de réfugiés. L'art lui a permis de panser les blessures de la guerre. Depuis 23 ans, il s'investit dans la renaissance des arts ancestraux de son pays. Voilà, ça c'est la partie qui explique le cirque à l'époque pré-ancorienne. Est-ce qu'avant, leur cirque était le même qu'aujourd'hui? Je pense qu'avant, ils n'avaient pas autant de techniques que maintenant. Regarde, on peut voir sur ce bas-relief un homme. Il est couché et jongle avec une roue. Et là, c'est un homme en train d'emporter 3 autres. Ah, ils étaient forts, ils pouvaient emporter 3. Au niveau de la technique générale, c'est international, c'est universel. Mais nous nous distinguons des autres parce que c'est inscrit sur ce mur, ce qui prouve que ça date au moins de cette époque. C'est gravé dans la pierre, indélébile.
Ce bas-relief est un peu abîmé, mais malgré tout, on voit bien le détail de la valeur de sabre. On passe par la gorge. Il faut avoir la gorge bien droite pour le faire rentrer, sinon c'est l'accident. Le bâton de feu, c'est ma spécialité. Au départ, je ne connaissais rien de tout ça. J'ai vu les aînés jongler avec le feu. Et je me posais la question, mais comment font-ils pour faire grossir la flamme? Chanda est élève dans la même classe qu'Aman. Pour devenir circassien, il faut aspirer à la perfection, se dépasser, puis dépasser les autres. Je m'entraînais tout le temps, même à la maison. Je prenais un bâton normal, sans feu, et je jonglais. Au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus à l'aise. Le professeur a vu que je progressais bien, alors il m'a laissé m'entraîner avec le feu. Le cirque, c'est un art qui remonte aux temps ancestraux. Et moi, je suis content et fier de perpétuer cet art aujourd'hui. Et on s'efforce de l'améliorer pour qu'il se développe encore, pour qu'on reconnaisse que c'est un bel art, ici comme à l'étranger. Vouloir être artiste de cirque, c'est s'entraîner sans relâche pour nous faire croire, le temps d'un spectacle, d'un geste, que la magie est possible. Partis de rien, avec leur corps comme seul outil, ils nous font la preuve que le rêve peut devenir réalité. L'histoire d'Aman, c'est aussi celle de ses proches. L'histoire de gamins pauvres mais déterminés, qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, pour finir sur le devant de la scène. Le Cambodge d'aujourd'hui est résolument tourné vers l'espoir et l'avenir. Partir jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de ses rêves. Les rives paradisiaques du Cambodge sont le théâtre insoupçonné d'une extraordinaire aventure. À 13 km au large des côtes cambodgiennes, tout au sud du pays, repose un chapelet d'îles aussi beau que fragile. Sous l'eau, la vie souffre en silence des ravages de la pêche illégale qui sévit ici. Il y a 12 ans, Paul Ferber tournait la page de l'Angleterre et accostait sur ces îles tropicales du golfe de Thaïlande. Il n'est jamais rentré chez lui. Il a décidé de redonner à la mer tout ce qu'elle lui a offert. Je me considère comme un porte-parole de l'océan. Quand on voit quelque chose qui ne tourne pas rond, il faut agir. L'objectif ici, c'est de protéger la mer, qu'elle redevienne ce qu'elle fut un jour. Ça va peut-être prendre 200 ans, ça n'arrivera jamais de mon vivant. Mais si j'arrive à reconstruire la base d'un écosystème sain et viable, la mer se chargera du reste. Avec l'aide du gouvernement,
Paul s'est installé sur l'île jusqu'alors inhabitée de Hatse pour y créer le MCC, le Conservatoire maritime cambodgien. Son ONG accueille régulièrement une dizaine de volontaires et de scientifiques khmers et internationaux. Pour protéger la vie marine, ils ont imaginé un système de tours en béton armé. Tout le monde participe aux tâches, même le fils de Paul, Bi. Bi, tu sais pourquoi on fait ça? C'est une maison pour les poissons. Si on est très chanceux, on pourra élever des huîtres aussi dessus. Elles vont nettoyer l'eau. On peut faire un herbier marin aussi, c'est bien pour nettoyer l'eau. Pas mal à 4 ans de savoir qu'il faut un herbier marin aussi pour nettoyer la mer. À l'origine, on a imaginé les blocs pour qu'ils résistent au chalut. C'est une pêche horriblement destructive. C'est comme abattre tous les arbres fruitiers pour obtenir une seule récolte. Donc l'idée, c'était de créer quelque chose d'assez gros, assez lourd et suffisamment stable pour résister aux chalutiers. Ce sera comme des unités d'aquaculture miniatures et naturelles. Au bout de 2 ans, on pourra faire une récolte durable. Une unité pourra fournir une récolte d'huîtres ou de moules par famille. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une mer magnifique, il faut s'assurer que les gens aient de nouveau des ressources. Nous observons le retour de la vie à chaque plongée. Les premiers changements ont été très lents à venir. En 7 mois, nous n'avions observé que 3 ou 4 poissons de plus. Mais maintenant, au bout de 3 ans, c'est l'explosion. C'est incroyable. À chaque fois qu'on rentre dans l'eau, on observe la présence d'une nouvelle espèce. Ça donne de l'espoir. Notre zone est toute petite, mais si le gouvernement autorise l'agrandissement de l'aire protégée, on pourra en installer beaucoup plus. La vie sur l'île est rythmée par la nature et les activités de la communauté. Paul s'est installé de manière permanente sur l'île avec sa femme et ses 5 enfants. Les scientifiques de passage se relaient pour leur éducation. Arrivée du Québec, il y a 2 ans, Delphine Duplain se charge de la cartographie. Donc ici, c'est l'île de Cossay. Le quai est ici, avec le reef. Et notre zone protégée à nous, elle est ici. C'est là qu'on va déposer les blocs tout autour. Donc 500 mètres, 150 mètres. Il va y avoir un bloc à chaque 50 mètres. Ce sera un peu comme des sentinelles de tours sous-marines un peu partout autour de l'île. On ne les voit pas, comme on verrait ça sur Terre, mais les bateaux vont rapidement s'en rendre compte s'ils essaient de venir autour. C'est notre protection invisible. L'histoire de l'île est singulière. Aujourd'hui, poste d'avant-garde de la bataille pour l'environnement, elle porte aussi les stigmates des guerres d'hier, car l'île est stratégiquement placée à la frontière du Vietnam. La construction de bunkers a commencé lors de la Seconde Guerre mondiale et s'est poursuivie sous les Khmers rouges en guerre contre leurs voisins.
Je viens très souvent sur le ponton la nuit. D'ici, je peux dire exactement où sont les bateaux et au son du moteur, je peux les identifier. On essaie d'arrêter les bateaux illégaux qui détruisent la zone. Quand nous avons commencé ici, on ressentait les vibrations sous nos pieds, tellement il y avait du bruit. L'île tremblait à cause du bruit des bateaux. Ils étaient si près, si gros, et c'était toutes les nuits. Depuis, ça a beaucoup diminué. Si j'entends un bateau illégal maintenant, la première chose à faire, c'est d'informer les pêcheries, puis d'informer la police. Selon leur réponse et leur capacité d'action, nous partons à l'abordage. Paul veille sur une zone d'environ 80 km². Il documente chacune de ses interventions, parfois musclées. Ok, il y a 2 paires de chalutiers illégaux, en plein milieu des eaux cambodgiennes. Un là, et 2 autres là-bas. Les eaux cambodgiennes sont dévastées par les bateaux pratiquant une pêche illégale et destructrice, comme la pêche au chalut, à la dynamite ou électrique. Cette nuit-là, les bateaux clandestins étaient si nombreux que l'équipe de Paul a reçu le soutien armé des autorités. De quoi dissuader les hors-la-loi. À l'aube, l'horizon a retrouvé sa quiétude. C'est l'heure pour les petits pêcheurs de crabes locaux de relever leur casier. Pour s'informer, Paul est en contact régulier avec tous les pêcheurs du coin. Ils s'en sortent pas mal. Les crabes sont là. Nous sommes sur un longtail, un petit bateau de pêche traditionnel. Ils utilisent des lockdams, des casiers à crabes type sable. Ils en ont 2000. Ils les ont placés hier soir et ils les relèvent maintenant. Quelque chose a coupé la ligne. Il y a des casiers abîmés. À chaque fois qu'ils posent leur cage, ils ne savent pas s'ils vont les retrouver le lendemain. Quand les chalutiers passent, ils se moquent des petits pêcheurs. S'il y a une ligne de cage sous l'eau, ils les attrapent à leur passage. Lorsqu'ils remontent leur filet, 3 ou 4 kilomètres plus loin, tout le matériel de pêche est dedans, abîmé. Alors ils coupent tout. Ils s'en fichent et ils rejettent les casiers à l'eau. Je veux vraiment tout faire pour aider ces gars, car leur équipement de pêche est écologiquement durable. C'est vrai, moi j'en ai déjà perdu des milliers, surtout là-bas. Il y a des petits poissons, des crabes. Mais à leur passage, les chalutiers arrachent tout, même le corail. Paul se refuse à pêcher lui-même. Alors, quand l'occasion se présente, il achète du poisson et soutient une pêche en laquelle il croit. Paul a eu 1001 vies. Il a été à l'école de police, a travaillé comme maçon, est devenu tailleur de pierre, fleuriste, soigneur d'arbres, secouriste.
C'est en devenant instructeur de plongée qu'il a saisi l'urgence d'agir pour sauver la mer. Il a été pionnier dans la création du premier conservatoire marin du Cambodge. J'adore les petites choses. Je ne plonge pas pour les gros poissons, mais pour trouver des créatures étranges au camouflage vraiment bizarre, comme les poissons fantômes, les nudibranches, tous les petits organismes marins. Une créature tout droit sortie des contes mythologiques retient particulièrement l'attention de Paul. Quand je suis arrivé au Cambodge, j'ai fait une plongée à Rong Salem, où j'ai vu 56 hippocampes en 1 heure. 4 différentes espèces, des petits, des gros adultes colorés. Ça m'a bluffé. Je n'avais jamais rien vu de pareil. J'ai commencé à les filmer tous les jours. Je passais tout mon temps à ça, observer les hippocampes. Paul est l'un des rares spécialistes des hippocampes, cette espèce à part, où les mâles portent les petits. Certains sont marqués et un nettoyage s'impose pour l'identification. De nombreuses menaces pèsent sur cet animal, ayant pourtant survécu plus de 40 millions d'années. L'hippocampe est très recherché dans la médecine traditionnelle, son étrange allure lui conférant toutes sortes de vertus. Un jour, sans préavis, une armada de chalutiers est arrivée de Sihanoukville. Certains bateaux vietnamiens venaient spécifiquement pour les hippocampes. Je suis allé plonger pour voir un hippocampe que j'observais depuis 2 mois. Et il n'y avait plus rien, plus d'habitat. Le sable était nu. J'ai vu une petite maman violette, tout écrasée. Ils ont détruit tout ce que j'aimais. Donc c'est comme ça que MCC a commencé. Paul est un modèle de courage et de détermination. Il a fait des choix de vie radicaux, dictés à la fois par sa raison et par son cœur. À 40 ans, il n'est pas riche, mais il est libre. Surtout, il a su s'entourer et protéger ce qui a le plus de valeur, sa famille et la nature qui l'entoure. Allons voir maman. Il n'est pas encore mûr. Il faut attendre 2 ou 3 jours. En ce qui concerne mes enfants, je vois qu'il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond sur cette terre. Le pire, c'est qu'on la détruit, jour après jour. À l'école, à la télé et dans les magazines, on apprend aux enfants à aspirer à tant de choses qui sont sans importance. Quelle est la dernière mode, qui a les plus belles baskets et toutes sortes d'histoires fantasmées sur des choses totalement illusoires. Je veux qu'ils grandissent en harmonie avec la Terre, que cette connexion à la nature leur donne le pouvoir de changer le monde. J'espère leur inculquer l'essentiel,
À moins que les gens ne se lèvent et agissent, rien ne va changer. Le monde deviendra plus sombre durant leur vie qu'il ne l'a jamais été durant la mienne. Say home,